Alors, Raphaël Berland, tu es vidéaste indépendant. Tu as notamment fondé le Cercle des volontaires et réalisé un documentaire sur la Syrie. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, souhaites-tu compléter cette brève présentation et revenir sur ton parcours? Oui, avec grand plaisir. J'avais participé aussi à la création de Meta TV, Feu Tepa, parce que ça devait être un collectif de médias au départ, puis finalement c'est devenu un simple média, en simple entre guillemets, puisqu'il a marqué son époque quand même, Meta TV. Voilà, donc je connaissais aussi bien aussi Agence Info Libre avec Captain Anderson. C'était toute une époque, les années 2010, avec le Cercle des volontaires, effectivement, et d'autres. Euh, Tu as mentionné le documentaire sur la Syrie qui s'appelle Voyage au pays de Bachar, qu'on peut trouver sur la chaîne YouTube du Cercle des Volontaires. Et j'ai sorti un autre documentaire en février 2022 qui s'appelle Effets secondaires, la face cachée des vaccins, et donc qui était sur les injections anti-Covid. Voilà et aujourd'hui, je travaille pour le magazine Nexus. Donc, voici le dernier numéro qui vient de sortir en kiosque sur Palantir. Voilà, l'empire invisible qui sait tout de vous. Tu as Et ta propre chaîne, enfin ton propre site web que je peux mettre en description. non, pour l'instant, enfin, il n'est pas très à jour, D'accord. raphaël-berland.fr, mais il n'est pas très très à jour. D'accord. Et je travaille également pour Réseau International. Réseau International qui est un site internet. On va lancer le magazine à la rentrée. Mhm. Voici la présentation de la couverture D'accord. avec un gros dossier sur le Moyen-Orient. Moyen-Orient, la nouvelle donne. La guerre perdue contre l'Iran rebat les cartes dans la région. Ça, c'est le numéro 0 qui sortira courant de l'été. Et donc, j'anime deux émissions hebdomadaires. Une le lundi qui s'appelle Carte sur table avec Docteur à l'Ouest en fin de journée. En général, c'est 20 heures. Et une autre le vendredi soir qui s'appelle Les Chroniques de l'Armageddon. Donc, cette fois-ci, c'est pour la chaîne de Réseau International, mais c'est multidiffusé sur le Cercle des Volontaires et sur la chaîne d'Éric Montana, JSF TV, et avec comme autre partenaire également Profession Gendarme. Et puis j'interviens aussi dans l'émission NRA, Nexus refait l'actualité, tous les vendredis. Je fais une chronique sur l'actualité internationale de la semaine, qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, selon les semaines. Je vois Voilà pour la présentation. Je vois que tu as un emploi du temps bien chargé, donc je te remercie Oui, encore de... j'oublie, là, jeudi, vendredi, je vais filmer une conférence de 4 heures organisée par l'Académie de géopolitique de Paris. Le thème, cette fois-ci, c'est sur la Pologne et la géopolitique de la Pologne. Voilà, donc il y a un thème différent à chaque fois. C'est à peu près une conférence par mois. Je vais filmer. Donc il y a une dizaine d'intervenants à chaque fois. Et voilà. Voilà pour la présentation. Très bien. Alors venons-en autour de la polémique sur Toxin. Alors fin juin, je crois que c'était le 28-29 juin, lors d'une table ronde au festival Nexus, tu as suscité de nombreuses réactions en expliquant que Toxin relevait d'une forme d'opposition contrôlée, notamment en raison de la présence d'André Berkoff sur cette chaîne. Les internautes n'ont vu qu'un court extrait de cet échange. Peux-tu nous raconter le contexte de cette discussion et nous dire ce qui a été dit par les différents intervenants, notamment Nicolas Vidal et Mike Borowski? Alors, je n'ai pas exactement dit que Toxin était l'opposition contrôlée, faisait partie de l'opposition contrôlée. J'ai J'ai introduit, dans la question que je vais parler, j'ai dit qu'on allait parler de l'opposition contrôlée et j'ai mentionné plus spécifiquement André Berkoff. Je n'ai pas classé l'entièreté du média Toxin D'accord. en tant que tel comme média. Non, mais c'est important d'être Oui, précis oui, sur les termes, pas de précis. mais j'ai pris l'exemple effectivement, de André Berkoff et de son ancienne assistante également. Je n'ai pas dit qu'elle était sioniste ou qu'elle était elle-même de l'opposition contrôlée, mais j'ai dit qu'elle, à mon sens, elle ne faisait pas forcément bien son travail quand elle interviewait l'ambassadeur d'Israël en France, qu'elle ne posait pas forcément les questions qui grattent, ou moi que j'attends d'un journaliste dit alternatif, c'est-à-dire faire un travail, on va dire, euh, plus dérangeant pour l'interviewer qu'un journaliste mainstream ne le ferait. Et voilà, j'ai trouvé qu'elle était un peu trop conciliante, à mon goût, hein. Voilà, je ne fais que parler de moi et de mon ressenti et de mes attentes. Et c'était la même chose avec le clash entre Régis de Castelnau et André Berkoff. J'ai trouvé que elle Hystérique. était peut-être.
Voilà. Ça, c'était André Berkoff qui était hystérique. D'ailleurs, on voit sa caméra qui tremble, euh, comme s'il avait Parkinson. Et Clémence Soudiakova, on la sent à la fois gênée, elle a un rire un peu nerveux, et en même temps, elle prend pas vraiment parti, et on la sent plus proche de André Berkoff que de Régis de Castelnau. Alors qu'André Berkoff fait quand même des attaques assez personnelles, des attaques ad hominem envers Régis de Castelnau. Et à mon sens, un journaliste alternatif doit relever ça et doit essayer d'arbitrer un peu. Et on la sent pas tellement arbitrer, on la sent un peu dépassée. Et finalement, je crois que d'ailleurs la séquence a été censurée sur la chaîne de Toxin, il me semble. On la retrouve ailleurs. Euh, on la trouve ailleurs, mais elle a été censurée. Donc moi, ce que j'ai dit, et peut-être que j'ai été trop frontal envers Nicolas Vidal, il m'en a beaucoup voulu hein, par la suite. On a eu un accrochage le lendemain quand j'ai voulu discuter, essayer de déminer, dégonfler le ballon avec lui. Il a été très véhément à mon égard devant témoin. En tout cas, sur la scène, il faut savoir que c'était une table ronde d'une heure. La table ronde a duré une heure et tout se passait bien jusqu'à la 55e minute, puisque au départ, j'ai fait un tour d'horizon. La première partie, c'était un peu mettre en valeur leurs médias. Donc, rappeler les dates de création de leurs différents médias, bien montrer qu'il y en avait qui étaient plus anciens que d'autres, GPTV étant le petit dernier, entre guillemets, GPTV, puisqu'il y avait Mac Borowski présent sur scène. Il y avait également Alexandre Pénas de Kairos, le média belge. Il y avait également euh, donc Nicolas Vidal, qui a sa propre chaîne, mais qui intervient également sur une matinale chez Toxin. Et il y avait également Alexis Poulain. Voilà pour les présents sur la table ronde. Donc j'ai fait un tour d'horizon, rappeler la date de création de leurs médias, comme je viens de le dire, leur nombre d'abonnés, voilà le nombre de gens qui les suivent. Je leur ai demandé qu'est-ce qui les avait poussés à créer leurs médias alternatifs et qu'est-ce qui maintient leur flamme donc l'étincelle de départ et la flamme qui permet de continuer, parce que c'est pas forcément facile de faire un média alternatif ou dit alternatif. Je leur ai posé comme question également, si pour donner envie aux gens ici présents, parce qu'il y avait quand même 3 500 personnes à ce festival, même si toutes n'étaient pas devant la grande scène à ce moment-là, mais ça faisait quand même beaucoup de monde, de donner des exemples d'émissions, d'interviews, de documentaires qu'ils ont faits, dont ils sont particulièrement fiers et qu'ils aimeraient indiquer pour pouvoir donner envie aux gens présents d'aller voir leur chaîne. Donc je précise tout ça parce qu'on pourrait croire quand on voit l'extrait que c'est uniquement à charge, alors que non. Oui, oui, c'est tout à fait J'ai vrai. fait tourner le micro, j'ai essayé de mettre en valeur les 4 personnes présentes et leurs médias. Et combien de personnes également travaillaient pour leurs médias respectifs, et notamment combien de collaborateurs rémunérés. Ce qui permettait de voir une grosse différence entre Kairos, où ils sont peu nombreux et que des bénévoles, et un média comme GPTV, où, si je ne me trompe pas, Mac Broski a mentionné 25 salariés, ce qui est énorme. C'est pas mal, ouais. Voilà, ça c'était la première partie. Et la deuxième partie était peut-être plus sur des sujets un peu plus sensibles, touchy. En tout cas, voilà. Donc c'était sur la liberté d'expression, avec une première sous-partie qui était est-ce qu'on peut tout dire sur Internet? Voilà, par rapport à la censure, par rapport à l'autocensure aussi, parce que parfois on sait que certains sujets vont faire moins de vues que d'autres. Donc c'était l'occasion de parler de ça. On a parlé également, j'aurais posé la question de ce qu'il pensait des différentes politiques de censure des différentes plateformes, notamment Google, Facebook, Twitter et YouTube. On a parlé également de shadow banning, donc la censure insidieuse qui fait que vous n'êtes pas complètement coupé quand votre vidéo est présente, ou votre article, ou votre site, mais il n'est plus vu dans les moteurs de recherche, il n'est plus relayé, et vous avez une viralité bien moindre que celle à laquelle vous pourriez prétendre si vous n'étiez pas shadowbanné. Et enfin, je voulais aborder la question de ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Malheureusement, il y avait un minutage très précis parce qu'il y avait énormément d'intervenants à ce festival, et on n'avait qu'une heure. Une heure pour une table ronde avec 4 invités de ce poids, c'était un peu court. Pour aborder, peut-être que j'ai voulu aborder trop de sujets en une heure. Et donc, il nous restait plus que 5 minutes pour cette question-là. Donc, du coup, je ne me suis pas adressé ni à Alexis Poulain, alors qu'il aurait peut-être eu des choses à dire, ni à Alexandre Pénas. Et j'ai ciblé ma question vis-à-vis de Nicolas Vidal, puisqu'il a un pied chez Toxin, et Mike Borowski, puisqu'il est une personnalité très importante de GPTV. Et c'est vrai que suite à ce clash chez Toxin et suite à la publication, même si elle était très ancienne, mais en tout cas le relais important depuis 2 semaines
concernant la compagne, où je ne savais pas, donc je précise, quand j'ai posé la question à Mike Borowski, Ah, il y a j'ai eu parlé de ça, sa vous avez parlé compagne. de ça, de Maddy. Voilà, voilà, Ouais. j'ai pas son nom en tête, mais sa compagne ou son ex-compagne, il a précisé que c'était son actuelle compagne, de la Ouais. photo où on la voit bras dessous, tout sourire, avec Olivier Rafovitz, donc le porte-parole francophone de l'armée israélienne. Bon, certains ont dit que j'ai mis un peu les pieds dans le plat, mais je pense qu'en fait, j'ai introduit cette dernière question en disant, bon, je vais peut-être poser des questions qui dérangent, mais je pense qu'on est là aussi pour se dire les choses telles qu'elles sont ou telles qu'on les perçoit, telles qu'on les pense, et que c'est aussi ça qui fait notre richesse. Si on est juste là pour se taper dans le dos et se dire, oui, oui, on est tous géniaux, bah, finalement, on reproduit ce qu'on reproche aux médias mainstream, c'est-à-dire l'entre-soi, la connivence, et voilà. Pour venir à Toxin, la question que j'ai posée à Nicolas Vidal, c'est voilà, vous faites ce que vous voulez, mais moi, à titre personnel, je ne pourrais pas travailler dans une entreprise avec comme collègues des gens qui sont ouvertement sionistes et pro-israéliens. Et j'ai pris l'exemple d'André Berkoff. C'est de notoriété publique, je crois, maintenant. Plus personne ne le nie qu'il est pro-israélien et pas qu'un peu. C'est vrai que sur le moment, j'ai senti que j'avais touché une corde sensible chez lui, chez Nicolas Vidal, et il a répondu qu'en gros, ces trois arguments, c'était bah, qu'il avait besoin de travailler, de se nourrir, quoi. Il a répondu également que dans sa matinale chez Toxin, on lui laissait la totale liberté d'expression. Il abordait les sujets qu'il voulait, comme il voulait. Et troisièmement, qu'il n'était pas comptable de ce que disaient ou ce que pensaient ses autres collègues. C'était sa réponse. Voilà, en gros. Pour ce qui est de Mike Borowski, donc j'ai posé deux questions. Là, j'étais moins frontal parce que j'ai dit beaucoup de gens disent ou pensent que. C'est vrai que sur Internet, ça parle dans les commentaires, hein. On voit que ce soit par rapport à Toxin ou que ce soit par rapport à GPTV. Donc je pensais que c'était aussi le moment de crever l'abcès, d'avoir aussi leur son de cloche. Et donc Mike Borowski, je lui ai dit, il y a la présence de ces tweets qui reviennent régulièrement, des tweets que vous avez écrits en 2013-2014, qui sont très pro-israéliens Ah oui, je et très, posais la question. Ouais. Ouais. très anti-palestinien, quoi. Très Oui, virulent envers les Palestiniens. Et puis la deuxième question, c'était par rapport à sa compagne. Et donc lui, ce qu'il m'a répondu, c'était tout simplement que déjà, il n'a pas répondu sur les tweets. Il a répondu sur sa compagne en disant que il en a rajouté. Il a dit, mais il y a aussi une autre photo où on la voit avec Brigitte Macron. mm. Et il faut savoir que moi, je suis pas tellement d'accord. C'est pas exactement les termes qu'il a utilisés après, mais moi, je résume ça comme ça. Il a dit, bah, ça fait parfois des bagatelles d'amoureux à la maison, et Oui, c'est comme ça. après, c'est une réponse. C'est une réponse qui est la sienne et que je Ouais. respecte. Ouais. Voilà. Et donc, autant Mike Borowski, en sortant de scène, m'a demandé bah, comment il était, etc. Je l'ai senti vraiment pas du tout choqué ou même pas surpris par ma question, en fait. Mhm. Et puis, on s'est revu le lendemain dans le stand de LLP, Salim Laïbi, le libre penseur. Et il y avait une invitation qui courait presque depuis septembre, qui n'avait jamais été finalisée, une invitation de ma personne sur GPTV, qui avait été relancée une fois ou deux quand il avait fait un passage chez Nexus. Et donc là, donc le dimanche, puisque la table ronde avait eu lieu le samedi, il m'a dit, ah, mais mes assistantes veulent vraiment que vous passiez à l'émission, donc quand est-ce qu'on fait ça? Donc ça a failli se faire ce vendredi, mais comme je filme une conférence pour l'Académie de géopolitique de Paris, donc on a remis ça au vendredi 10, donc dans 10 jours, je serai l'invité de Mike Borowski chez GPTV pour parler justement d'opposition contrôlée et de un peu l'histoire des médias alternatifs C'est historiques. c'est la première fois qu'il évoque sa compagne en public, hein, si je me trompe pas, non? Je suis pas spécialiste de ces prises de parole. J'avoue que je regarde de temps en temps, mais sans Ouais. plus qu'il y a beaucoup de médias alternatifs et que moi-même j'ai une Je- activité assez remplie. Je ouais. ne peux pas suivre tout ce qu'il fait. Moi, je l'avais interviewé et puis il s'était expliqué sur ses tweets un peu outrageants contre les Palestiniens et il a expliqué pourquoi il a changé sa position par rapport à Israël. Ça, Euh, ça m'intéresse parce que j'ai jamais entendu et on a le droit de changer. Moi, par exemple, Jacob Cohen, je ne le soupçonne pas d'avoir changé. Enfin, pardon, de faire semblant d'avoir changé. Je le crois très sincère. Voilà, Mike Borowski, je l'ai jamais entendu parler. Donc, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Euh, par rapport à... Bon, je crois que c'est par rapport à la chrétienté. Il s'est rendu compte quand même qu'Israël, c'était
pas vraiment les amis des chrétiens, en fait. Donc, en tant que Polonais, il pouvait pas, finalement, et chrétien, il pouvait pas soutenir Israël. Mais je t'enverrai le lien. Euh, je vais maintenant te lire, puisqu'on est dans la notion d'opposition contrôlée, je vais maintenant te lire une déclaration d'Alain Soral et je vais te demander de la commenter. Alors, je crois qu'il avait dit ça face à Pierre Jovanovic en mars 2025. Alors, des médias comme Toxin font un travail de critique relativement pertinent, mais qui me paraissent faire partie de l'opposition contrôlée. Le marqueur, c'est la présence d'André Berkoff. Le système de domination voit bien que ce que nous disons est, d'une certaine manière, incontournable. L'idée, c'est de le dire à notre place, mais en le restreignant à ce qui est acceptable ou dissible pour eux. C'est pour moi le plus grand danger. En même temps où nous étouffe, on essaye de nous faire disparaître et on nous remplace par des gens qui disent presque ce que l'on dit, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Fin de citation. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ferais remarquer que certains internautes estiment que Alain Soral fait lui-même partie de l'opposition contrôlée. Alors, ce qui est difficile, c'est d'avoir des preuves de ce qu'on avance. Moi, je dis pas qu'il en fait partie, hein. Je suis pas, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Donc, ça fait référence à son passé, à certains financements qu'il aurait pu avoir. Je n'ai pas du tout enquêté sur le sujet, donc je ne suis pas en train de dire qu'il en fait partie. Par contre, ce que je veux dire, c'est que euh, on est libre de penser ce qu'on veut et que personne n'est à l'abri d'être soupçonné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai lu le livre de Victor Serge qui s'appelle Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression policière, c'est quelqu'un qui, dans les années 50, 1950, a eu accès aux archives de l'Okhrana, la police tsariste, qui avait infiltré le mouvement bolchevique. Et entre 1905 et 1920, ils avaient infiltré au plus haut niveau les bolcheviks. Et donc, il y avait parmi les têtes de pont des bolcheviks des infiltrés stipendiés par la police tsariste, donc payés, rémunérés. Et ils ont organisé des vrais attentats. Donc c'est très compliqué en fait, quand quelqu'un fait bien son boulot d'infiltration, c'est très très compliqué de le déceler. Ça c'est un premier point. Deuxième point, par rapport à Toxin, je pense pas que Guy de Fortel. la, pardon, Guy de la Fortel. Fortel. À chaque fois que j'écorche son nom, ça m'énerve. Fortel, pardon. Et je pense pas que lui soit consciemment de l'opposition contrôlée. Je pense pas. Moi, quand j'ai échangé très brièvement avec lui le dimanche, suite à l'altercation verbale que j'ai eue avec Nicolas Vidal, où, bon, je me suis fait, franchement, j'ai l'impression de m'être fait agresser, mais c'est le jeu, je veux dire, c'est pas grave, je ne suis pas en sucre, il ne m'a pas agressé euh, physiquement, il m'a juste agressé verbalement. Et puis il allait après il allait se plaindre auprès de moi, pardon, auprès de Guy de la Fortelle, et il me montrait du doigt comme ça, j'étais à 10 mètres, pas content et tout, donc moi je suis allé le voir direct, Guy, je lui ai serré la main, tout sourire, et je me suis présenté. Et donc Guy de la Fortelle, qui n'était pas là la veille, a voulu savoir ce qui s'était passé. Donc je lui ai expliqué. Et in fine, il a fait, mais tu as dit que Toxin était un média sioniste? J'ai dit non. J'ai dit que Berkoff était sioniste. Ah bon, d'accord, mais c'est pas, il n'y a pas de souci. Nous, on est pour la liberté d'expression pour nous-mêmes, donc on serait bien malvenu de dénier cette liberté d'expression aux autres. Donc ça n'a pas plu à Nicolas Vidal qui s'est carapaté. Euh, Mais voilà. Donc moi, quel je pense serait que le dans rôle ce qu'on de... appelle, Ouais. excuse-moi, si tu veux m'interrompre, tu peux, hein, bien sûr. Non, mais quel Euh, est le rôle de... Quel serait le rôle de Berkoff? Parce que on imagine qu'il n'est pas là pour rien. Est-ce que c'est désintéressé ou... Mais est-ce qu'il a... Tu avais dit qu'il avait une place très importante, donc c'est qu'il joue peut-être un rôle dans ce média. Alors, moi, ce que j'ai appris assez récemment, c'est que Clémence Soudiakova est l'ancienne assistante de Barkov. Donc, elle et lui ont un lien professionnel important. Elle peut peut-être le considérer comme son mentor. En tout cas, quelqu'un qui a joué un rôle important dans sa carrière. Euh, Au-delà de ça, moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux dans ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Il y a ceux qui le font consciemment et éventuellement qui sont même stipendiés, c'est-à-dire rémunérés par tel ou tel lobby. Il y en a plein des lobbies. Le lobby auquel on pense en premier, c'est le lobby sioniste. Mais il y en a plein d'autres. On peut considérer qu'il y a aussi un lobby d'extrême droite, peut-être protéiforme,
et d'autres lobbies encore. Le lobby pharmaceutique, etc., etc. Pour ce qui est des différents niveaux, donc il y a le plus haut niveau, c'est celui qui est conscient de travailler pour un lobby et voir qui est rémunéré par ce lobby. Il y a d'autres niveaux, plus faibles. Il y a ceux qui sont là par idéologie, par exemple, typiquement, on va dire extrême gauche ou extrême droite, et parce qu'ils sont à fond dans une idéologie, ils vont être éventuellement, presque depuis l'ombre, en arrière-plan, favorisés d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par les algorithmes, ça peut être par autre chose, pour faire le jeu de ce qu'on appelle le diviser pour mieux régner. Voilà, donc ça, c'est ceux qui sont là par idéologie. Il y en a d'autres encore un niveau en dessous, je dirais, c'est des gens qui sont là pour l'argent et ou pour la gloire. Eux, c'est pareil, ils sont facilement manipulables. Ils ne sont pas forcément conscients qu'ils sont manipulés, et qu'ils sont favorisés plus que d'autres, mais de fait, ça peut être le cas. Et il y a le niveau enfin tout en dessous, c'est des gens qui n'ont pas forcément toutes les connaissances, ils sont pas forcément câblés à un très haut niveau là-haut, et donc bah, par bêtise, par ignorance, pareil, ils peuvent être utilisés. Voilà un petit peu les quatre niveaux que La défense de Vidal est presque étonnante parce qu'il a dit qu'il faisait ça pour l'argent. Ben, parce qu'on avait Bien expliqué manger. oui, oui, ah ben, mais ceci dit, c'est une vraie Donc, problématique. Moi, de 2010 ça à veut dire qu'il n'a 2020, pas de conviction ou... moi, de 2010 à 2020, j'ai mangé des cailloux. Et c'était pas facile. C'est pas facile quand on veut monter une famille. Enfin, je veux dire, quand on veut subvenir aux besoins d'une famille, c'est pas facile déjà aussi au niveau social, ne serait-ce que par rapport à son cercle d'amis, sa propre famille. Il y a une mouche, j'espère qu'elle n'est pas du Mossad, qui me virevolte autour. Elle s'était posée devant la webcam, c'est assez fort. Donc, c'est vrai que c'est une vraie problématique. On avait abordé ça dans la première partie, quand on parlait justement de combien de salariés ou pas il y avait Et le fait que, moi je vois bien ce que j'ai pu faire avec le Cercle des volontaires. On travaillait avec un budget d'associatif de 300 euros par mois. C'est très très dur. Quand j'ai fait un crowdfunding pour aller au Liban et en Syrie, on a récolté 500 euros par mois, 500 euros en tout pour faire le film. Et encore, il y avait bien 250 euros qui venaient de membres de l'association. Donc c'est assez délicat. À contrario, quand j'ai fait le documentaire sur les vaccins, là j'ai pu récolter 15 000 euros de crowdfunding, 20 000 euros de partenaires, et donc j'avais un vrai budget pour faire un film. J'ai pu payer des gens, ce que je n'avais pas du tout pu faire sur mon premier documentaire, et le produit fini. C'est pas la même chose. J'ai fait 15 000 vues avec Voyage au pays de Bachar sur YouTube et j'ai fait 300 000 vues, bien que censurées sur YouTube, sur les vaccins avec Crowdbunker et Odyssey. Parce que le produit fini était plus léché, correspondait plus au code du moment, etc. Donc c'est un vrai sujet en fait, l'argent. L'argent, c'est pas une fin en soi, je pense, dans les médias alternatifs, sinon on ferait autre chose. Mais c'est aussi un moyen pour aller plus loin. Mais comment on fait pour avoir de l'argent? Puisque, comme on dit, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Donc c'est une vraie problématique. Moi, je comprends que Nicolas Vidial me dit, mais j'ai besoin de manger. C'est une vraie problématique. Et j'aimerais revenir sur le travail de Clémence Houdiakova. Lors de cette table ronde, tu as estimé qu'elle n'avait pas suffisamment exercé son rôle de journaliste lors de l'entretien avec l'ambassadeur d'Israël en France. Quelles sont précisément les critiques que tu formules à l'égard de cette interview, où je crois qu'elle en a fait deux? Quelles questions auraient, selon toi, mérité d'être posées? Je vais être honnête, je n'en ai regardé qu'un seul morceau, tellement au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Parce qu'il faisait sa Ça- hasbara, sa propagande, il a déroulé. Des fois, elle lui c'est- pose des questions qui ont l'air un petit peu contradictoires, mais elle le laisse quand même beaucoup distiller sa propagande, ou bien elle l'a pas repris sur la notion de Grand Israël, il balayait ça d'un revers de main, et ça, c'est problématique. C'est-à-dire quand on fait une vraie interview de Raphaël Jérusalemi ou, euh, ou Olivier Rafovitz ou l'ambassadeur en l'occurrence, quand on fait une vraie interview, qu'on pose les vraies questions et qu'on fait les vraies relances, à mon sens, hein, la personne s'énerve en face. Elle s'énerve. Ouais. Là, l'ambassadeur, il était presque, c'est comme Ah, presque il jouait à deux, presque c'est presque comme comme sur s'il jouait. BFM TV, pas complètement, mais presque. Ouais. Voilà, c'est-à-dire c'est presque comme s'il jouait à domicile, l'ambassadeur. Et donc il pouvait dérouler effectivement. Moi, la partie que j'ai vue, ça devait être grosso modo entre un tiers et une moitié, une première moitié. Je l'ai vu dérouler et je n'ai pas vu des contre-arguments à la propagande.
Or, c'est Et ça puis pour moi le sens de... et elle avait bien insisté que c'était un honneur de le recevoir. Alors, tu peux être poli, mais parler d'honneur à propos d'un État qui pratique le génocide, hein, je crois que c'est reconnu par beaucoup, ça pose problème. Oui, complètement. On peut remercier, on peut dire merci d'être venu malgré nos divergences de vues, par exemple. Mm. Ça pose le cadre déjà. Mm. Divergence de vues, merci voilà, on n'est pas forcément d'accord sur, Tout à fait. moi, Mais un honneur. sur grand, un honneur, effectivement, ça pose question, tout à fait. Voilà. Et donc, depuis l'arrivée d'André Berkoff sur Toxin, les réactions semblent quand même très partagées. Il y a une partie du public qui continue de soutenir pleinement ce média, tandis qu'une autre exprime des critiques de plus en plus marquées. Alors, comment est-ce que tu analyses cette division? Alors, il y a Tommy, un internaute, qui justement a mis un commentaire alors, que je dise pas de bêtises, une des vidéos qui est sortie après le festival, je crois, par rapport à la table ronde, et qui disait en gros, oui, on voit que, en gros, ceux qui sont les plus critiques vis-à-vis de ces médias-là, ce sont des gens qui regardent les médias alternatifs depuis plus de 10 ans. Et que ceux qui sont avec beaucoup de mensuétude et qui pensent beaucoup plus à l'unité, il faut faire de l'unité, etc. Ce qui est un argument aussi hein, qui s'entend. Ce sont souvent des gens qui regardent ces médias-là depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, depuis en gros, allez, euh, la crise Covid ou peut-être les gilets jaunes. Et donc il y a peut-être cette différence aussi. Voilà. Ceux qui ont plus de bouteilles ont tendance à être plus critiques, plus sévères. Je, je crois que c'est ça. D'accord, bon, on va bientôt arriver au terme de l'interview. Est-ce que tu as un dernier mot? Les choses sont compliquées. Moi, je travaille notamment pour Nexus, notamment pour Réseau International. Nexus se rend chez Marc Daoud, le directeur de publication, se rend chez Toxin, chez GPTV. Il y a des connexions. Euh, voilà. Réseau International aussi, je crois ils ont une connexion, je ne sais plus exactement laquelle, avec le créateur de GPTV, Monsieur Pergam. Moi, je ne suis pas là pour faire la guerre à tout prix entre ces médias-là. Et d'ailleurs, si c'était le cas, je crois que ça me retomberait dessus d'une manière ou d'une autre. Après, si moi, je suis pas non plus du genre à tenir ma langue. Si je sais quelque chose, si je pense quelque chose, ou si j'ai un doute et que je vois que ce doute en plus est partagé par pas mal d'internautes, c'est bien d'en parler. Moi, j'ai plutôt été surpris en bien par la réponse par exemple, de Mike Borowski et de Guy de Lafortelle. Voilà, en off. J'étais agréablement surpris de leur réponse. Je m'y attendais pas. Moi, j'étais un peu déçu quand même, je dois le dire, de la réponse en off surtout de Nicolas Vidal. Voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, je pense que c'est bien de parler de ces sujets. Il faut pas se boucher le nez ou alors, comme tu connais les trois singes, celui qui se bouche Oui, les oui, oreilles, les yeux et puis la bouche. Donc voilà, je pense que vaut mieux il vaut mieux aborder les tolérer. sujets. Après, il y a ceux qui comprennent qu'on aborde ces sujets. Il y a ceux qui se fâchent, qui disent, mais il est qui, lui? Il est en train de foutre la zizanie, il a rien fait. Ok, je prends, c'est pas grave. Moi, j'ai reçu des témoignages dans le festival assez nombreux. J'irais 10 à 20% qui n'étaient pas forcément contents ou qui trouvaient que c'était pas le lieu, que c'était pas fait de la bonne manière. Je prends parce que c'est vrai que ça aurait mérité 1 heure et demie de débat, pas 1 heure. Et là, on aurait pu aller plus au fond des choses. Là, c'est vrai que c'était un peu 5 minutes avant la fin, c'était pas ce que je souhaitais. Donc il y avait et quand je dis 10 à 20% des personnes qui sont venues me voir, ça se trouve il y en avait beaucoup plus, mais comme ils étaient fâchés, elles sont pas venues me voir. Mais en Voilà. tout cas, il y en a surtout beaucoup qui sont venus me voir aussi pour me remercier. On m'a dit, bah, franchement, en posant ces questions-là, tu as été le porte-voix des sans-voix. Et ça m'a beaucoup touché parce que c'est aussi en tant que journaliste, c'est aussi ce que j'essaye humblement de faire. Voilà. Ok, bah merci. J'espère qu'on verra l'extrait sur les réseaux, quoi. J'espère de tout cœur, j'y travaille. Merci Ali Mudine Ouais, Ousmali, c'était un vrai plaisir de répondre à merci. cette interview. Merci à toi. Merci à toi.